La cloche a sonné à la Westbrook Academy, résonnant dans les couloirs impeccables comme le claquement d'un fouet. Les élèves sont sortis des salles de classe, leur bavardage rempli de projets après l'école et de plaintes concernant les devoirs. Parmi eux se trouvait Sacha, une jeune fille de 15 ans calme mais brillante, dotée d'une curiosité naturelle et d'une force tranquille qui la faisait se démarquer sans même essayer. Ses longs cheveux bouclés, sa caractéristique préférée, encadraient son visage avec fierté. Il lui avait fallu des années pour les faire pousser, et c'était un élément de son identité transmis par sa défunte mère. Elle marchait seule, tenant un carnet de croquis, se dirigeant vers la salle d'art où elle passait son temps libre, jusqu'à ce qu'elle soit brusquement appelée à l'interphone. « Sacha Seagul, veuillez vous présenter immédiatement au bureau du directeur. » Son cœur fit un bond. Elle n'avait rien fait de mal. Lorsqu'elle entra dans le bureau du directeur Whitmore, elle remarqua immédiatement deux choses, le regard sévère sur le visage du directeur et une paire de tondeuses électriques posées sur son bureau. Le directeur Whitmore était connu pour ses règles rigides, son obsession du contrôle et ses préjugés à peine voilés. Il s'en était tiré à bon compte au fil des années, protégé par la titularisation et l'ignorance de ses supérieurs. « Assieds-toi » aboya Teil. Sacha s'assit, confuse. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Il se pencha en avant. « Oui. Tes cheveux ne répondent pas aux normes de cette institution. C'est distrayant, désordonné et franchement non professionnel. » La bouche de Sacha s'ouvrit. « Mes cheveux ? Mais ça a toujours été comme ça. C'est ça le problème. » Sans plus de discussion, il attrapa la tondeuse. Avant qu'elle ne puisse réagir, il actionna l'interrupteur. Le bourdonnement remplit le bureau. « J'appelle mon père, » murmura Sacha, terrifié. « Vous pouvez appeler qui vous voulez après cela. » D'un geste agressif, il coupa la première mèche épaisse de ses boucles. Des larmes lui remplirent les yeux alors qu'elle essayait de se détourner. « Arrêtez. Tu ne peux pas faire ça. » Il s'en ficha. La secrétaire, Madame Daligne, se tenait dans l'embrasure de la porte, figée sous le choc, mais elle n'intervint pas. À la fin, Sacha était assise, tremblante, les cheveux en touffe sur le sol, la tête inégale et à vif à cause du traitement cruel. Whitmore jeta la tondeuse comme s'il venait de jeter des déchets. « Maintenant, » dit-il avec satisfaction, « tu peux appeler ton père. » Les mains tremblantes, Sacha sortit son téléphone. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Steven Seagul terminait un appel dans un café tranquille, vêtu simplement d'un jean et d'un coupe-vent, des lunettes de soleil posées sur la table à côté de lui. L'appel arriva. « Sacha. » La voix de sa fille tremblait, ses mots étaient des sanglots étouffés. « Papa, il m'a rasé les cheveux. Le directeur m'a maintenu au sol. Il a dit que ce n'était pas professionnel. S'il te plaît, viens. » Steven ne demanda pas plus de détails. Il ne cria pas ni ne paniqua. Il se leva simplement, silencieusement, mit ses lunettes de soleil et murmura. « J'arrive. » L'élégant SUV noir s'arrêta devant la Westbrook Academy comme une ombre passant sur les marches d'entrée. Les étudiants qui se promenaient dans la cour se turent. Certains reconnurent l'homme qui sortait. Même avec une simple veste et des bottes, Steven Seagul portait un poids qui faisait tourner les têtes. Les quelques-uns qui ne le reconnaissaient pas pouvaient encore sentir la tempête dans sa démarche. Il franchit les portes de l'école avec détermination. Le réceptionniste leva les yeux, surpris, car Steven ne s'arrêta pas pour s'enregistrer. « Monsieur, vous ne pouvez pas simplement. »« Je suis là pour ma fille, » dit-il catégoriquement, sa voix comme du gravier trempé dans le feu. Avant qu'il puisse répondre, il était déjà au bout du couloir. Sacha était maintenant assise seule dans une salle de classe vide, le visage bouffi à force de pleurer, la tête baissée. Elle ne voulait pas que d'autres étudiants la voient comme ça, mais quelques-uns l'avaient déjà fait. L'un d'eux avait même tenté de lui proposer un sweat à capuche pour couvrir son cuir chevelu. Quand la porte s'ouvrit, elle leva les yeux. « Papa !» Steven ne parla pas tout de suite. Il s'avança, s'accroupit à côté d'elle et lui souleva doucement le menton pour voir son visage. Ses yeux scrutèrent les restes déchiquetés de ses cheveux. Sa mâchoire se serra. Il posa sa main sur la sienne, calmant ses doigts tremblants.
Qui a fait ça? Elle hésita. Principal Whitmore. Il se leva lentement, comme s'il retenait le poids du monde sur ses épaules. Reste ici. Le directeur Whitmore était dans son bureau, en train de siroter un café comme si de rien n'était. Il révisait un nouveau mémo sur le code vestimentaire de l'école lorsque la porte s'ouvrit brusquement. « Tu ne peux pas » cria-t-il, mais il se figea au milieu de sa phrase quand il vit qui c'était. Stephen Seagull entra, fermant la porte derrière lui avec un clic inquiétant. « Monsieur Lamouette » dit Whitmore, soudainement incertain de son ton, « je ne sais pas ce que votre fille vous a dit, mais nous suivions le règlement de l'école. » Stephen ne répondit pas. « Je comprends que les émotions soient fortes, » poursuivit Whitmore, « mais vous êtes dans un cadre professionnel. Restons tous calmes. » Stephen s'approcha en baissant la voix. « Vous avez coupé la tête d'un enfant avec une tondeuse. Vous avez agressé ma fille. » Whitmore se redressa, essayant de reprendre le contrôle. Son comportement allait à l'encontre du manuel. On ne touche jamais un élève, surtout pas à ses cheveux. Elle était provocatrice. « J'ai enseigné les arts martiaux au Navy Seal », interrompit Stephen d'une voix durcie. « J'ai été dans des zones de guerre plus calmes que ce bureau, alors ne pensez pas une seule seconde que je ne vois pas un lâche devant moi. » Whitmore déglutit. Stephen se pencha un peu plus près. « Vous avez violé ses droits civils. Vous avez traumatisé une jeune fille. Et maintenant, vous allez faire face aux conséquences. » À l'extérieur du bureau, les membres du personnel s'étaient rassemblés. L'énergie avait changé. Des rumeurs circulaient déjà. Certains avaient entendu Sacha pleurer. D'autres avaient entendu dire que son père était Stephen Seagull. Puis, soudain, le directeur de l'école arriva. Quelqu'un avait appelé à l'avance. Il était accompagné de 2 avocats du district. Stephen sortit du bureau du directeur et rencontra le surintendant dans le couloir. « Je porte plainte », dit-il. « Et pas seulement pour Sacha. J'ai lu des critiques. J'ai vu des plaintes en ligne. Cet homme a un comportement récurrent. » Le surintendant, stupéfait mais conscient du désastre en matière de relations publiques qui se jouait, hocha la tête. « Monsieur Seagull, dit-il, vous avez toute mon attention. Nous allons mener une enquête immédiate. » « Non, » répondit Stephen, « vous procéderez à un retrait immédiat. Une enquête pourra avoir lieu ultérieurement. » Et ainsi, le principal Whitmore fut escorté hors de son bureau. Les élèves virent l'homme qui dirigeait l'école sortir honteusement, entouré d'avocats et d'un personnel médusé. Mais Stephen n'avait pas fini. Ce soir-là, une vidéo devint virale. Un ancien élève publia une vidéo de Stephen accompagnant Sacha hors de l'école, le bras autour de ses épaules. Sa tête était encore inégale, mais haute. La légende disait. Elle est entrée seule. Elle est partie avec une guerrière. Justice pour Sacha. Le lendemain matin, les médias nationaux reprirent l'affaire. Des gens du monde entier postèrent des messages de soutien à Sacha, condamnant les actions du directeur. Mais le moment le plus fort restait à venir. Stephen organisa une conférence de presse, non pas pour faire de la publicité, mais pour sensibiliser. C'était le genre de conférence que personne n'avait vu venir. À midi précis, une estrade fut dressée devant les grilles de la Westbrook Academy. Une foule s'était déjà rassemblée, parents d'élèves, journalistes, élèves et militants. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Justice pour Sacha était en vogue dans plus de 30 pays. Stephen Seagull sortit, non pas en costume, ni dans sa tenue de cinéma habituelle, mais dans un simple manteau noir. À ses côtés se tenait Sacha, la coupe au bol fraîche et le regard empreint d'une force tranquille qui n'était pas présente la veille. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Ce qui s'est passé ici, » déclara Stephen au micro, « ne concerne pas seulement ma fille. Cela concerne tous les enfants qui entrent dans une salle de classe sans être protégés. Tous les parents qui confient leur enfant à une école. Tous les membres du personnel qui ferment les yeux sur les abus et appellent cela de la discipline. » Il y eut des murmures dans la foule, des hochements de tête, des larmes qui coulaient. « J'ai vu des combats. J'ai été dans des pays où les droits ne signifient rien.
Mais je ne m'attendais pas à rentrer à la maison et à trouver ma fille traitée ainsi par un directeur qui pensait qu'une coupe de cheveux lui apprendrait le respect. Ce qu'il lui a enseigné, c'est le traumatisme. Il marqua une pause, scrutant la foule. Et si vous pensez que je vais laisser passer ça parce qu'on nous dit que c'est comme ça que le système fonctionne, vous ne me connaissez pas, Knob. À l'intérieur de l'école, le reste du personnel regardait le discours en direct. Certains semblaient secoués, d'autres honteux. Un concierge murmura. Il a raison. Nous savions tous que Whitmore était un tyran. Dans un bureau, la présidente du conseil scolaire claqua son ordinateur portable. Convoquez une réunion d'urgence maintenant. Pendant ce temps, la maison de Whitmore était encerclée par des camionnettes de presse. L'homme qui pensait autrefois diriger un corps étudiant ne pouvait plus sortir sans que les caméras ne lui demandent. Avez-vous des remords? Pourquoi avez-vous ciblé Sacha Seagul? Mais le soir même, l'histoire de Sacha fit le tour de toutes les grandes chaînes de télévision. Elle apparut dans des talk-shows, invitée aux côtés de son père. Mais Steven s'assura que ce soit elle qui parle. Il ne s'agit pas seulement de moi, déclara-t-elle. Les enfants sont harcelés par des adultes au pouvoir. Ils se cachent derrière des règles. Je voulais juste que ça cesse pour tout le monde. Un producteur dans les coulisses déclara qu'elle avait plus de courage que la plupart des adultes qu'il ait vus. Steven sourit doucement. Elle l'a toujours eu. Maintenant, le monde le voit aussi. Puis, INT le procès. Les avocats des droits civiques ont déposé une plainte non seulement contre Whitmore, mais aussi contre le district scolaire lui-même. Ce n'était pas une question d'argent, Steven l'a clairement indiqué. Toutes les offres de règlement ont été refusées. Nous ne nous contentons pas d'un accord, a-t-il déclaré à son équipe juridique. Nous créons un précédent. Les cheveux de Sacha repoussaient déjà, mais son courage avait déclenché quelque chose de bien plus grand. Les parents de tout le pays ont commencé à partager des histoires similaires. D'anciens élèves de Westbrook ont pris la parole en ligne, certains se souvenant de remarques racistes, d'autres racontant comment leur individualité avait été dépouillée au nom de l'ordre. Un message disait « Il a rasé la tête de mon frère en 2019. Nous avions trop peur pour en parler à qui que ce soit. Merci, Sacha. » Et puis, le plus grand choc est arrivé, un comité fédéral de l'éducation a appelé Steven et Sacha à témoigner. Ce qui a commencé comme un conflit scolaire local est devenu un appel national à l'action contre la discipline discriminatoire dans les écoles. Assis devant le panel, Steven a déclaré aux législateurs « On n'apprend pas aux enfants à se conformer en les humiliant. On leur enseigne avec empathie, structure et respect. On les brise. On échoue en tant qu'éducateur. » Sacha les regarda dans les yeux et dit « Vous êtes censés nous protéger. » C'est tout ce que je voulais. Le témoignage a été diffusé en direct. Il a été rejoué des millions de fois dans les écoles et les foyers. La voix de Sacha est devenue un cri de ralliement. Et pendant que tout cela se déroulait, Whitmore a disparu de la vie publique, a démissionné du conseil d'administration, et sa licence d'éducateur a été suspendue dans l'attente d'une enquête. Il était fini, Woody. Mais Steven ne l'était pas. Avec le soutien des dirigeants de l'éducation et des dons du monde entier, lui et Sacha ont lancé la fondation Sacha Seagul, une organisation à but non lucratif dédiée à la défense des étudiants contre les abus, à la promotion de politiques scolaires inclusives et à l'offre d'une aide juridique aux enfants réduits au silence dans les systèmes scolaires. La devise, le respect avant les règles. L'air était chargé d'anticipation lors du premier jour de retour de Sacha à la Westbrook Academy. Mais cette fois, ce n'était pas le même endroit dans lequel elle était entrée autrefois, se sentant comme une étrangère. Quelque chose de fondamental avait changé. Les étudiants étaient alignés dans les couloirs, applaudissant doucement à son passage. Les enseignants, auparavant silencieux, hochaient désormais la tête en signe de respect. Un jeune étudiant de première année brandit une pancarte faite maison, « Tu nous as donné à tous une voix, Sacha. » Mais Sacha n'était pas de retour pour se venger. Elle était de retour pour récupérer son espace. Les murs qu'il avait autrefois enfermés étaient désormais à elle de redéfinir. Son casier, autrefois maculé de notes se moquant de ses cheveux et de ses origines, avait été repeint, cette fois par le corps étudiant lui-même.
On y trouvait des messages de force, de respect et d'unité. Mais derrière ces changements symboliques, il restait encore du travail à accomplir. Cette entreprise est arrivée dans un costume et une autorité tranquille, Clint Eastwood. Oui, Clint Eastwood, ami de longue date de Steven Seagal, qui était arrivé discrètement et sans prévenir. Un homme de peu de mots et déterminé. Eastwood avait vu suffisamment d'injustices au cours de sa vie pour savoir quand il était temps d'intervenir. Il n'était pas venu avec fanfare ou caméra, il était venu avec intention. Il se tenait dans l'ancien bureau du directeur, désormais occupé par un directeur intérimaire fraîchement nommé, et demanda un examen complet de l'historique disciplinaire de l'école. Pourquoi ? Parce que Steven avait découvert quelque chose. Sacha n'était pas la seule visée. L'enquête a révélé des années de sanctions disproportionnées affectant de manière disproportionnée les étudiants noirs et issus de minorités, violation des règles sur les cheveux, infraction au code vestimentaire, détention excessive. Steven le savait. Clint l'a confirmé, et maintenant ils avaient la preuve. Parfois, Clint déclarait lors d'une réunion publique surprise, « Il faut une voix plus forte pour être entendue, mais cela ne fonctionne que si cette voix parle au nom des sans-voix. » La foule était silencieuse. Puis, des applaudissements. Sacha a pris le micro, « Nous ne sommes pas brisés. Nous avons été réduits au silence, mais nous sommes maintenant bruyants et nous ne partons pas. » Ensuite sont venus les changements de politique. Sous la pression de l'attention nationale, le conseil scolaire a mis en œuvre un nouveau code historique, qui interdisait explicitement les politiques de toilettage fondées sur la race, interdisait l'humiliation comme punition, et formait un comité de surveillance dirigé par les étudiants. Sacha a été élue à l'unanimité comme première présidente du comité. Elle se tenait aux côtés de Clint et Steven alors qu'ils dévoilaient une nouvelle plaque à l'avant de l'école. À ceux qui sont restés debout quand on leur a dit de s'incliner. À ceux qui ont parlé alors qu'on leur disait de garder le silence. Le respect avant les règles. Les mots scintillaient en laiton sous le soleil de Californie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 mois plus tard, Sacha a été invitée à prendre la parole à l'Assemblée de la jeunesse des Nations Unies à New York. Debout sur la scène mondiale, elle a délivré un message sur l'identité, la dignité et la justice. Son discours s'est terminé ainsi. Ils m'ont rasé la tête, mais ils ne m'ont pas pris mon pouvoir. Ils pensaient que le silence était synonyme de contrôle, mais ma voix est devenue plus forte. Nous n'avons pas besoin de changer qui nous sommes. Le monde doit changer son regard sur nous. La salle entière s'est levée pour une ovation debout. De retour chez lui, Steven regardait l'émission dans un salon calme. Clint, assis à côté de lui, sirotait une gorgée d'une tasse et dit « Quelle sacrée jeune femme !» Steven sourit. « Elle a ton calme et ma fougue. » Ils rirent tous les deux. Puis Clint se pencha en avant, le visage durci par une résolution tranquille. « Et tu sais, Steven, on mène certaines batailles à coups de poing, mais les vraies, elles, se mènent avec la vérité. » Steven hocha la tête, et elle venait de remporter l'une des plus grandes. Dans les mois qui suivirent, la fondation Sacha Seagal ouvrit des antennes dans 4 États. Les parents commencèrent à s'exprimer. Les élèves se sentirent responsabilisés. La ligne d'assistance téléphonique de la fondation reçut des milliers de messages, dont beaucoup de jeunes disant « Grâce à Sacha, j'ai trouvé ma voie. » Quant à Sacha, elle laissa pousser ses cheveux, non pas par besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que c'étaient les siens. Chaque mèche était un symbole de survie, de courage et de triomphe. Et lorsqu'elle traversait le couloir de l'école, la tête haute et fière, personne n'osait la regarder de haut. Encore une fois. Non pas parce que son père était Steven Seagal, mais parce qu'elle était devenue une légende à part entière.